Bienvenue dans notre village virtuel où chaque entrepreneur est un artiste qui colore le monde à sa manière. À ta couleur, c'est le rendez-vous où on jase de storytelling puis de personal branding, mais avec une twist. On le fait au service des petites entreprises locales. Ici, on célèbre l'unicité. Chaque entrepreneur que je reçois a réussi à enflammer les réseaux sociaux avec son histoire puis sa personnalité unique en son genre. On va décortiquer comment ils ont réussi à tisser des liens solides avec leur communauté, à créer un impact majeur puis à forger une marque qui leur colle à la peau. Que tu sois à la tête d'une petite entreprise locale ou que tu sois un solopreneur, ici c'est ta nouvelle maison puis il y a une place pour toi dans notre village. En solo ou entre voisins, la porte s'ouvrira à des invités ou même à des figures locales qui ont réussi à faire de leur entreprise ou de leur petit coin de pays le nouveau point de rendez-vous de la communauté. Alors rentre, fais comme chez toi et laisse-toi inspirer. Salut à toi! Bienvenue dans un nouvel épisode solo que j'ai reporté d'une semaine parce que la semaine passée, je participais au WAC, un événement organisé par mes amis de Québec numérique avec qui j'ai eu la chance, entre autres, de partir en mission économique en France en 2022 puis que je voulais absolument pas manquer parce que pour moi, le WAC, le web à Québec, c'est pour moi le moment le plus fort de l'année. C'est l'occasion de revoir ceux avec qui j'ai tissé des liens mémorables, en plus de rencontrer des personnes, des pros du milieu du web que j'ai plaisir à suivre sur les médias sociaux. J'étais heureuse, entre autres, de revoir Joanie Robichaud, la première invitée que je t'ai présentée sur le podcast. Disons que j'ai pas souvent la chance de la croiser, elle qui habite en Gaspésie. On est quand même à une dizaine d'heures de route, elle puis moi. Donc, j'étais vraiment contente de pouvoir passer 3 jours à ses côtés. Je te dirais que je suis revenue de la maison depuis quelques jours à peine, puis que je suis encore sur un high d'énergie. C'est dire la puissance du WAC. Donc, c'est le parfait timing pour moi pour te partager le sujet d'aujourd'hui avec qui, je l'espère, va t'enthousiasmer autant que moi. On va plonger dans un de mes outils préférés que j'utilise dans mes séances de co-création de storytelling et j'ai nommé les archétypes de marque. Ce qui fait que j'aime vraiment beaucoup travailler avec les archétypes de marque, c'est qu'ils combinent la psychologie au marketing puis que ça demande une introspection, un retour à soi pour mettre le doigt sur celui ou ceux parce qu'on peut mettre le doigt sur plusieurs archétypes qui nous correspondent aussi. Donc, ça demande vraiment une connaissance de soi. Les archétypes vont vraiment t'inciter à te connaître mieux toi-même, à être en phase avec le monde qui nous entoure. Avant chaque séance de co-création de storytelling, je demande à mes clients de remplir un formulaire pour récolter toutes sortes d'informations à leur sujet. On va parler par exemple de valeurs, de comportements, de leur mission, de leur parcours, de leur lutte, de leurs désirs. Et à travers toutes ces informations-là, c'est incroyable comment je parviens toujours à mettre le doigt sur des caractéristiques clés qui correspondent parfaitement à un archétype dominant. C'est la clé qui me permet de tisser des récits vraiment qui vont résonner naturellement avec eux autres et bien sûr avec leur audience. C'est comme écrire un chapitre de l'histoire personnelle de chaque client en faisant de la marque un personnage clé de cette narration. Donc les archétypes aident à concrétiser ton histoire, à structurer ton récit auprès de ton public cible et ça cristallise aussi tout ce que tu représentes ou au contraire, ce que tu ne représentes pas. Donc, les archétypes, ils servent aussi à établir une connexion émotionnelle forte avec ton audience pour rendre ton histoire non seulement mémorable, mais aussi motivante, pour les faire passer à l'action. Bon, là, je te parle d'archétypes de marque depuis tantôt. Tu te demandes peut-être c'est quoi en fait les archétypes de marque. Donc, avant d'aller plus loin, pour être sûr que tu me suis bien, je t'explique c'est quoi un archétype de marque. Les archétypes, c'est des représentations symboliques inconscientes auxquelles les gens peuvent s'identifier. Leur utilisation permet de transmettre rapidement une image très claire du caractère d'une personne sans avoir à la connaître. Donc, les archétypes vont offrir un raccourci à la compréhension humaine puis vont transmettre des idées complexes en quelques secondes. Ça, là, dans un monde saturé de messages sur les médias sociaux, c'est particulièrement précieux. Ça permet aux gens de s'identifier plus facilement puis d'avoir l'impression de te connaître un petit peu plus en profondeur. En fait, c'est finalement une manière assez simple de présenter des comportements puis des caractères souvent compliqués. Puis là, tu le sais sûrement déjà, parce qu'on le répète vraiment beaucoup dans le monde des communications, c'est important d'avoir un message clair et cohérent qui suit une ligne pour éviter la confusion puis l'inaction de nos prospects. Les archétypes sont là pour ça, justement, mais au niveau de la personnalité de ton entreprise.
Parce qu'en 2024, dans un monde saturé de contenu, c'est nécessaire plus que jamais d'humaniser sa marque. Les archétypes, c'est pas seulement des outils pour construire des personnages fictifs dans les récits, ok, mais bien des piliers sur lesquels tu peux t'appuyer pour maintenir une cohérence dans tes communications, pour t'assurer que chaque message, chaque campagne reflète bien tes valeurs et ta personnalité. C'est un concept qui est un peu connu dans le milieu de l'entrepreneuriat. C'est peut-être pas la première fois que tu entends parler de ça. La plupart des marques célèbres ont été construites sur le principe des archétypes de marque. C'est un moyen qui est rapide et qui est efficace pour attirer des consommateurs, pour ancrer une image bien précise dans l'inconscient collectif. En gros, quand une marque adopte un ou plusieurs archétypes, parce que comme je le disais, c'est possible d'en adopter plus qu'un. Dans ce cas-là, on va utiliser un archétype qu'on appelle dominant, et un autre ou d'autres archétypes qu'on va dire comme mineurs ou secondaires, disons. Quand on fait ça, quand on utilise les archétypes, en fait, on ne fait pas juste se vendre, hein? On va créer une véritable connexion émotionnelle. C'est là tout le pouvoir des archétypes, toute la puissance que les archétypes nous permettent de faire. On se sent vraiment plus proche de cette marque-là, comme si on la comprenait vraiment. Donc là, toi, que tu sois un solopreneur ou bien que tu sois à la tête d'une entreprise avec quelques ou plusieurs employés, ton entreprise éveille des émotions qui sont bien réelles et ça lui permet de lui donner une personnalité unique et forte. Et bien évidemment, certaines entreprises, certaines marques vont naturellement nous attirer plus que d'autres. C'est un peu comme dans les relations humaines, on se fie souvent à ce qu'on ressent. Ça me fait penser à une de mes citations préférées de Maya Angelou. Tu m'as peut-être déjà entendu en parler de cette citation-là. Je la plug souvent parce que c'est vraiment celle qui m'habite le plus. La citation de Maya Angelou, ça dit « Les gens oublieront ce que vous dites, ils oublieront ce que vous faites, mais ils n'oublieront jamais ce que vous leur avez fait ressentir. » Donc, le pouvoir des émotions et les archétypes nous aident beaucoup à faire ressortir ces émotions-là de notre personnalité d'ailleurs. Tu sais, si tu as déjà eu un coup de cœur pour une marque sans savoir trop pourquoi, c'est souvent parce que c'est l'émotionnel qui a pris le dessus par-dessus le rationnel. Les marques qu'on aime le plus, c'est souvent les marques qui vont se connecter avec leur public à un niveau vraiment plus profond. Puis là, chaque marque va nous toucher d'une manière unique. Ça va bien sûr être différent par rapport à nos expériences et nos croyances personnelles. Puis contrairement aux relations humaines, on n'a pas toute une vie pour juger si une entreprise mérite notre confiance ou pas. Donc on va se baser souvent sur nos premières impressions. Maintenant, j'ai envie de te faire un petit historique, rapido, rien de long. Si tu me suis depuis un moment, tu le sais, tu connais mon amour pour l'histoire. Je peux pas passer sous silence d'où ça part, l'histoire des archétypes. C'est qui a inventé ce concept-là? Puis surtout qu'il y a vraiment beaucoup de confusion chez les experts quand on parle d'archétypes, là. On attribue souvent la création des archétypes aux travaux du psychanalyste suisse Carl Jung, qui au début du 20e siècle les a identifiés comme des éléments de l'inconscient collectif, des éléments qui sont partagés par l'humanité à travers diverses cultures et époques. Selon lui, l'archétype, c'est une énergie qui possède la particularité d'être un élément de transformation qui représente l'homme sur son monde et sur lui-même. Selon lui, les archétypes sont présents à toutes les époques et partout dans le monde. Mais c'est pas Carl Jung qui a inventé les 12 archétypes de marque que je vais te présenter. C'est pas lui qui les a classifiés. En fait, on a créé ces archétypes de marque-là en s'inspirant de ses travaux, en s'inspirant de ses théories. Donc, c'est plutôt Margaret Mark et Carol Pearson qui ont développé leur système de 12 archétypes dans un livre qui est très connu. Là, je te nomme le titre en français, c'est « Le héros et le hors-la-loi, construire des marques extraordinaires grâce au pouvoir des archétypes ». Je vais le mettre dans les notes de l'épisode si ça t'intéresse, ce livre-là. Donc, c'est vraiment ces deux experts-là qui ont, à partir des travaux de Carl Jung, ressorti 12 archétypes de marques. Donc, comme je te disais, je peux pas passer sous silence le petit lien historique à faire ici. Faut que je fasse un lien avec les archétypes puis les divinités de l'Olympe. Parce que le concept d'archétype, c'est pas nouveau en fait. Ça trouve ses racines dans les mythologies anciennes où des figures emblématiques représentaient déjà des valeurs et des traits humains très spécifiques. Je pourrais te nommer Poséidon. Poséidon qui est le dieu de la mer, qui symbolise l'aventure et l'exploration. Si on pense à Apollon, qui est plutôt le dieu des arts, de la musique, lui, il était souvent plutôt lié à la création et à l'innovation. Bref, il y a aussi de ça qui me fascine dans les archétypes de marque, c'est-à-dire toute la référence à l'histoire, à la mythologie. Avant de tout te présenter, c'est super important pour moi de te dire que de communiquer à partir d'un archétype de marque, ça doit se faire en respect avec qui tu es réellement. L'idée, c'est pas de t'inventer un personnage qui est à l'opposé de qui tu es.
mais plutôt d'adopter un archétype qui met en lumière tes traits naturels, puis qui va résonner vraiment avec tes valeurs. En faisant ça, tu vas créer une image de marque qui va être cohérente et sincère, puis qui te demandera pas de jouer un rôle, mais plutôt de te présenter de manière plus stratégique et réfléchie. L'idée ici, c'est vraiment d'amplifier des traits de caractère, des traits de personnalité que tu as déjà. Donc, avant de plonger dans le monde des archétypes puis de décider lequel pourrait te représenter, prends un moment pour réfléchir à ce qui te définit, à ce que tu valorises le plus puis comment tu souhaites que le monde te perçoive. Ou à l'inverse. Moi, j'aime ça le faire à l'inverse aussi, cet exercice-là. Pour essayer de se définir, c'est parfois plus facile de savoir par expérience ce qu'on veut plus. Ce qu'on veut pas ou ce qu'on veut plus. C'est souvent ce petit exercice-là que je fais d'ailleurs avec les valeurs. Tu sais, souvent, les gens vont me dire « Moi, mes valeurs sont », puis ils m'en nomment quelques-unes, tu sais. Puis quand je regarde les réponses qu'ils vont me mettre dans le formulaire en amont, à la séance de co-création de storytelling, où ils vont me partager les plus grands défis, les moments, les plus grandes difficultés qu'ils ont vécu, par exemple, bien souvent, dans ces moments-là, ça va faire confrontation à une de leurs valeurs, puis ils l'ont pas identifié nécessairement. Donc souvent, j'aime ça le voir à l'inverse. Quand une situation t'a vraiment confronté, quand t'as vraiment vécu une difficulté, qu'est-ce que c'est venu confronter en toi? Quelle valeur c'est venu toucher? Assure-toi que cette valeur-là figure parmi ta liste, si on veut, de valeurs, parce qu'elle est vraiment puissante et ancrée en toi. Tu pourrais aussi éliminer, si on veut, les archétypes qui ne vibrent pas pantoute avec toi. Tu pourrais vraiment dire « Oh mon Dieu, cet archétype-là, non, c'est vraiment pas moi, c'est à l'opposé de moi. » Tu peux y aller comme ça, un peu comme mettre au ballottage, finalement, des archétypes pour t'aider à en garder quelques-uns à la fin, puis après ça, parfaire ta réflexion à partir de ceux-là. Alors, je te présente les 12 archétypes de marque. Je te présente une liste des 12 archétypes de marque qui sont couramment utilisés en storytelling. Bien sûr, là, je pourrais passer 1 heure par archétype tellement il y a du stock à dire, OK? Mais l'idée ici, c'est vraiment d'amorcer ta réflexion, pas de faire une thèse complète. Donc, je t'ai vraiment fait un résumé de chacun d'entre eux. Il y en a 12 et je commence dès maintenant avec l'archétype le rebelle. Donc, le rebelle, lui, c'est un personnage qui va défier l'autorité puis qui va briser les règles. Le rebelle, il est motivé par le désir de changement puis de révolution contre le statu quo. Il y a un mépris pour les règles, tout ce qui est réglementation, pour la conformité aussi, qui supprime toute forme de sa liberté de choix ou celle des autres aussi. Le rebelle, il est bon dans le fond, mais il y a une colère qui fait partie de sa motivation, qui peut devenir vraiment la force dominante. Le rebelle, il y a un combat, puis sans combat, il se sent perdu. Là, je vais donner des exemples d'archétypes de marques d'entreprises qui utilisent l'archétype le rebelle. Je pense entre autres à Harley Davidson, qui est très rebelle dans sa façon de communiquer. Je pense aussi à Red Bull. Et sinon, plus proche de nous, au Québec, j'aurais envie de te nommer Xavier Dolan, Hubert Lenoir aussi, qui sont des personnages connus, mais qui sont aussi très rebelles dans leur façon d'être, qui vont défier souvent les normes sociales. Si je pense à Xavier Dolan, qui est un réalisateur puis un acteur, il défie souvent les normes sociales puis les normes aussi cinématographiques établies. Il va explorer des thèmes de l'identité du genre, des relations interpersonnelles avec vraiment un style qui est très audacieux. Puis Hubert Lenoir, lui, il se distingue pas mal dans le paysage musical québécois. Si tu le connais, tu dois avoir l'image en tête. Il est très audacieux, très original. Il refuse de se conformer aux normes traditionnelles de l'industrie musicale. Il y a des choix artistiques dans sa musique qui démontrent une volonté de briser les conventions et de repousser les limites. Et ça, c'est des caractéristiques typiques de l'archétype du rebelle. Donc peut-être que tu as un petit peu de rébellion en toi, qui sait. Je continue avec le deuxième archétype qui est le magicien. Le magicien, lui, c'est plutôt un transformateur, un visionnaire. Donc il va transformer des choses ordinaires en quelque chose d'extraordinaire à travers sa vision et ses compétences. Le magicien, il a une capacité d'amener les gens dans un voyage de transformation à travers l'expérience d'un moment magique. C'est celui qui est mystique, spirituel, mystérieux. Il va construire un récit de marque qui va inspirer puis qui va captiver l'imagination. Le magicien est capable de surprendre et de satisfaire ses clients avec des expériences qui donnent un sentiment d'évasion puis d'autonomie. Il touche la volonté des consommateurs de dépasser l'ordinaire. Des exemples, j'en ai 2 à te donner. Et c'est Guy Laliberté, le fondateur du Cirque du Soleil. Puis sinon, je pense aussi à Walt Disney. On continue avec l'archétype du héros. Donc le héros, lui, il est courageux, il est déterminé. C'est une personne qui est altruiste. C'est celui qui surmonte les obstacles puis qui lutte pour un idéal ou pour une cause qui est vraiment plus grande que lui-même.
La principale motivation du héros, c'est de prouver sa valeur par son courage et sa détermination. Le héros, là, il travaille dur. Parce que lui, il veut avoir des compétences qu'il juge nécessaires, il veut acquérir des compétences, il est fier de son rythme de travail qui le distingue des autres. Il veut aussi inspirer les autres à la grandeur et à surmonter des défis. Il veut inspirer les autres à se dépasser et il va façonner des récits autour de la force et de la persévérance. Le héros veut sauver la mise pour se prouver sa valeur à lui-même, mais aussi il veut montrer à tout le monde qu'il a des grandes capacités. Des exemples de personnages d'entreprise qui utilisent le héros, ben là, j'ai Georges Saint-Pierre, ici au Québec, qui incarne bien cet archétype-là, non seulement à travers ses exploits, mais aussi par son intégrité, son comportement exemplaire en dehors des combats. Georges Saint-Pierre y est respecté pour son éthique de travail, sa discipline, son humilité. Puis je nommerais aussi les 2 entreprises que sont Nike et Adidas. 4e archétype, le créateur. Le créateur, lui, c'est un innovateur, c'est une personne artistique qui est motivée par le besoin de créer quelque chose de nouveau puis d'exceptionnel. Il a besoin de s'exprimer avec son talent individuel. Le créateur, c'est un rêveur, c'est un inventeur qui a une imagination débordante. C'est souvent celui qui est ancré dans la technologie ou dans l'innovation ou dans le domaine artistique aussi. Le créateur croit que si on peut l'imaginer, ça peut être créé. Des bons exemples de personnages d'entreprise qui utilisent cet archétype-là, qui incarnent bien le créateur, je pense à Robert Lepage. Et là, ça m'est venu cette idée-là, Robert Lepage, parce qu'au WAC, justement, la conférence de clôture de l'événement du WAC, c'était Robert Lepage cette année. C'était franchement intéressant. Puis à travers tout son parcours, puis à travers l'entrevue auquel j'ai assisté, je peux te dire que Robert Lepage incarne parfaitement l'archétype du créateur. On peut penser à Denis Villeneuve aussi, mais des entreprises, des marques connues comme Lego, Apple aussi. On a le tiers de fait. Déjà, peut-être que ça t'allume des petites cloches, peut-être que tu t'es pris des notes, peut-être que là, quand je disais les descriptions, t'as dit « Oh mon Dieu, ça me fait penser à moi » ou « Épelaille que je suis loin de ça ». C'est super, parce que c'est à ça que ça sert, les archétypes, de vraiment voir c'est quoi les correspondances avec notre propre personnalité ou pas. Donc, je t'invite à poursuivre parce qu'il en reste encore plusieurs. Donc là, on est rendu au 5e, le dirigeant. Dans certaines littératures, là, on va utiliser le roi ou la reine. Le dirigeant, c'est le même archétype. Le dirigeant, lui, il désire le contrôle. Bien sûr, son nom le dit bien. Hein? C'est une personnalité qui est dominante. Donc, c'est une personne qui est plus autoritaire dans ses communications. Il va posséder souvent un produit ou un service qui va être haut de gamme. Il va proposer un grand sentiment de sécurité et de stabilité. Son objectif, c'est la prospérité, le succès. Et que cette prospérité-là se répercute aussi sur ceux qui sont fidèles à son règne. C'est un personnage qui est confiant, organisé, responsable, maître de sa vie et il attend la même chose des autres. Le dirigeant se voit au sommet de la chaîne alimentaire, rien de moins, et il défend agressivement cette position-là. Comme exemple, Rolex, Mercedes-Benz. Et là, j'ai même ajouté la reine Élisabeth II. Bon, quoi de mieux qu'une reine pour incarner cet archétype qui est la reine, le roi, le dirigeant, hein, n'est-ce pas? On arrive maintenant à l'archétype le soignant. Le soignant, c'est une personnalité qui est plus motivée par le désir de protéger et de prendre soin des autres, en particulier de ceux qui en ont besoin. C'est souvent des figures de la maternité et qui vont prendre sous leurs ailes des personnes qui ont besoin de soins jusqu'à temps que ces personnes-là soient assez fortes pour prendre soin d'elles-mêmes. Il va puiser ses racines dans un besoin profond de compassion, de générosité, de besoin de se construire aussi à travers les autres. Le soignant, il est rassurant, encourageant, un peu à l'image d'un ange gardien. Puis là, les exemples que j'avais en tête, c'est Mère Teresa, qui est vraiment l'incarnation parfaite de l'archétype le soignant. Sinon, l'Armée du Salut, la marque Johnson & Johnson. Donc, on est vraiment dans cet esprit-là. 7e archétype, l'humoriste. À certains autres endroits, on va le nommer comme étant le bouffon, le fou du roi, le joker. Bref, je pense que tous les synonymes sont bons ici pour caractériser l'humoriste. Dans le fond, l'humoriste, il veut profiter de la vie, hein, puis il veut faire rire les autres. C'est un personnage qui est décomplexé, qui est très joyeux. Non seulement il va aimer s'amuser lui-même, mais il va considérer aussi que c'est de son devoir d'être un rayon de soleil dans la vie de tous ceux qui l'entourent. Il y a cette capacité-là, l'humoriste, de remettre les autres en question sans les confronter et va faire voir les choses d'un angle nouveau. Il y a un esprit qui est très vif et irrévérencieux. Il est optimiste, il est très efficace aussi pour effectuer un changement positif. L'humoriste
Il est jeune de cœur, puis lui, il va conserver sa nature enfantine très longtemps après, même après que ses amis aient grandi puis qu'ils sont devenus sérieux. Lui, il se prend pas au sérieux, l'humoriste. Des exemples de ça, alors j'ai par exemple M&M, Oasis, la crème glacée Ben Jerry's, Budweiser, donc ce sont toutes des marques qui ont conservé ce cœur d'enfant, disons, qui n'ont pas grandi alors que leur entourage, oui. On arrive maintenant au séducteur. Donc moi, j'utilise le terme « le séducteur ». Là, ça se peut que tu trouves l'information à propos de l'amoureux. C'est le même archétype. Donc, le séducteur, lui, il va chercher l'harmonie dans les relations et il va travailler à être plus attrayant pour les autres. Donc, il va accorder beaucoup d'importance aux relations, à autrui et aussi à l'intimité qui peuvent s'installer entre deux personnes. C'est un passionné. C'est une personne empathique, très chaleureuse et elle vise à connecter émotionnellement et à se rapprocher des gens. Et là, des exemples de marques qui incarnent cet archétype-là, j'en ai plein, j'ai une bonne liste en fait. Donc, Victoria's Secret, Herbal Essence, Chocolat Godiva, Axe, tu sais, les déodorants Axe, ça dit quelque chose, Chanel, le parfum, Simone de Beauvoir, j'aime ça aussi mettre des personnages un peu plus historiques, Michael Bublé, Diana Krall, ce sont aussi des chanteurs qui incarnent bien le séducteur. Alors, maintenant, on passe à l'archétype Monsieur, Madame, Tout le monde. Monsieur, Madame, Tout le monde, lui, veut appartenir, que ce soit un territoire, à un groupe. Il a tendance à se fondre dans la société comme tout le monde. C'est vraiment l'ami de tous, Monsieur, Madame, Tout le monde. Il représente la fiabilité. Il s'assure que tout va sur des roulettes. Il va posséder des caractéristiques comme la simplicité, l'authenticité, le positivisme, la force de caractère, l'accessibilité, l'esprit un peu plus terre à terre. C'est une personne amicale qui est facile à parler sans être trop drôle, sans être trop grossier, ni trop bruyant. Il va aider cet archétype-là à construire la confiance puis à favoriser un sentiment de communauté parmi ses clients. Il est relativement positif et il s'efforce de s'intégrer au groupe. Il a tendance à aimer la plupart des choses sans être trop passionné par une seule. Des exemples que je peux te donner, j'ai pensé à IKEA et à Airbnb, qui misent beaucoup sur cette familiarité-là, puis ce sentiment d'appartenance à une communauté. 10e archétype, l'innocent. L'innocent, c'est une personnalité très positive, avec une vision optimiste de la vie. Il veut que lui-même et tous les autres soient heureux, même les méchants. C'est un personnage qui est très honnête, très pur, qui n'a pas de mauvaise volonté envers quiconque. Il veut toujours faire la bonne chose. Il attend d'ailleurs la même chose des autres. C'est un archétype de marque qui est pas rancunier, puis qui croit que chacun a le droit d'être qui il est vraiment. C'est un utopiste, un nostalgique, il voit la beauté dans tout le monde, puis il a le don de voir la beauté intérieure que les autres ne voient pas. Des exemples que je veux te donner. Là, pour l'exemple de l'innocent, je suis allée chercher Diana dans la maison au pignon vert. Et là, je te ramène peut-être loin dans tes souvenirs. Moi, la maison au pignon vert, j'ai tellement écouté ça quand j'étais jeune. Diana, c'est la meilleure amie de Anne. Elle incarne vraiment bien cet archétype-là de l'innocent. Je continue avec peut-être des marques qui vont résonner plus fort pour toi. Coca-Cola, McDonald's est très dans cet archétype d'innocent-là. Dove aussi. J'en ai déjà parlé Dove dans un épisode sur le macro puis le micro storytelling. Non, c'est pas vrai. Sur la vulnérabilité. Oui, c'est ça. Sur l'épisode de la vulnérabilité, pardon. Et Forrest Gump, c'est le personnage qui incarne le mieux cette innocence pure-là. T'as peut-être l'image qui te vient là. Donc, ça peut aider à ta compréhension, tant mieux. L'avant-dernier archétype que je vais te présenter, c'est l'explorateur. L'explorateur, lui, son nom le dit, il est toujours à la recherche de nouvelles expériences, de nouvelles découvertes, de liberté. L'explorateur, lui, veut vivre une vie indépendante, remplie d'aventures. Il a la volonté intérieure de sortir du confort et de la conformité de la vie quotidienne. Il explore, lui, pour comprendre le monde, plutôt que de simplement chercher des sensations fortes. C'est un personnage qui possède une soif d'apprendre puis de connaître, pour qui chaque réponse ne fait que marquer le début du prochain voyage. C'est un courageux, un aventureux, c'est un archétype qui ose beaucoup. Les défis vont consister davantage à se comprendre plutôt qu'à prouver aux autres. Il veut pas rien prouver en fait aux autres, hein? Donc lui, il veut davantage se comprendre à travers l'exploration. Il est dans un voyage éternel de découverte. Des exemples, il y a Jeep, The North Face, GoPro, et j'ai aussi pensé à un personnage d'un film bien connu que tu as sûrement dû écouter, dépendamment dans quelle génération tu te situes, Indiana Jones. Donc Indiana Jones, c'est l'explorateur par excellence. Et enfin, le dernier, le sage.
Le sage, c'est un porteur de sagesse. C'est le porteur de connaissances, de guidance. Le sage, lui, aide les autres à trouver la vérité ou la voie à suivre grâce à son intelligence et à son expérience. Sa pulsion à lui va venir du désir non seulement de comprendre le monde, mais aussi de partager ensuite cette compréhension-là avec les autres. C'est un vrai mentor digne de confiance. Il apprend toute sa vie, puis il aime exprimer ses connaissances avec des entretiens philosophiques. Il est plus susceptible de transmettre sa sagesse à quelqu'un qui peut l'utiliser pour changer le monde, plutôt que de changer le monde lui-même. Des exemples de sages, je pense à Nelson Mandela, à Hubert Reeves, National Geographic. Donc, ce sont des exemples d'entreprises ou de personnes qui incarnent très bien cette sagesse-là de l'archétype, le sage. Donc, peut-être que tu t'es reconnu dans plusieurs archétypes ou peut-être que tu sais pas trop lequel te correspond le mieux. Si c'est le cas, inquiète-toi pas, c'est tout à fait normal. C'est tout à fait possible d'utiliser plus qu'un archétype pour définir l'identité d'une marque, même que c'est souhaitable pour aller chercher différentes nuances de personnalité. Même que la plupart des marques vont combiner plusieurs archétypes pour créer une personnalité de marque beaucoup plus riche et plus nuancée. Cette approche-là va permettre de refléter les différentes facettes de la marque puis d'adresser aussi des aspects variés à son public cible. Et là, je te l'ai mentionné tantôt, je te le redis, on dit souvent qu'on va avoir un archétype, par exemple, dominant, qui est le principal trait de caractère de la marque et qui va définir vraiment l'essence de son message puis de son positionnement. Mais cet archétype dominant-là, il est souvent complété par un autre archétype ou d'autres archétypes au pluriel, OK, qu'on va appeler des archétypes mineurs, qui vont venir ajouter un petit peu de profondeur. C'est difficile là, d'incarner un seul en tout et partout archétype parce que souvent on va aller puiser dans un comme dans l'autre. On va se retrouver dans plusieurs. L'idée ici, c'est, bien sûr, on peut pas se retrouver dans les 12, là, c'est impossible. Il va toujours avoir des traits plus dominants. Moi, par exemple, mon archétype dominant, c'est Monsieur, Madame, tout le monde. Je sais pas si je te surprends en disant ça, mais c'est vraiment mon archétype le plus fort parce que moi, j'incarne vraiment tout ce qui est simplicité, positivisme, l'accessibilité aussi, c'est vraiment très incarné chez moi. Le nom de la voisine, c'est pas pour rien d'ailleurs que j'ai choisi ce nom-là. C'est très teinté de l'archétype Monsieur, Madame, tout le monde, où mon besoin primaire aussi, c'est de développer un sentiment d'appartenance envers des groupes, ou même envers un territoire. Et là, je pense notamment aux petits villages ruraux. Si tu me suis depuis un bout, tu sais à quel point j'affectionne les petits villages ruraux. J'habite dans un petit village rural, Saint-Prosper de Champlain. Donc, j'ai vraiment un grand sentiment d'appartenance envers ces milieux-là, envers mon chez-moi, mon patelin. Donc, la voisine incarne vraiment très bien Monsieur, Madame, tout le monde. Mais j'ai pas juste Monsieur, Madame, tout le monde. Comme je te dis, j'ai des archétypes mineurs. Et j'en ai 2 autres archétypes mineurs qui viennent s'ajouter, qui viennent apporter des nuances à ma personnalité de Monsieur et de Madame tout le monde. Et ce sont les archétypes de l'exploratrice et de la séductrice. Donc l'exploratrice parce que je suis constamment à la recherche du sens des choses. Je suis à la recherche de réponses, je suis en quête. Puis aussi parce qu'un de mes besoins primaires, c'est la liberté. Donc je me retrouve beaucoup dans l'exploratrice et ça teinte aussi beaucoup mes communications. Et la séductrice, là, c'est plus pour mon côté très passionné et aussi pour mon côté qui maintient la proximité aussi avec les personnes avec qui je développe une relation. Pour mon envie d'aller toujours plus profondément dans la relation, de parler de choses plus personnelles, d'aller au plus profond de soi puis de s'ouvrir à l'autre, ça fait vraiment partie de ma personnalité aussi. La séductrice a ça en elle et ça fait partie des archétypes mineurs de la voisine. Puis là, quand je dis la voisine, là, c'est pas... La voisine n'est pas extérieure à moi, Marie-Pierre Lemaire. Donc, j'incarne la voisine, j'habite la voisine m'habite. On fait qu'un tout. C'est le nom de mon entreprise, mais c'est moi, la voisine aussi. Ma marque personnelle est bien teintée de ces 3 archétypes-là. Donc, tu comprends peut-être un petit peu mieux là, l'idée du dominant versus des archétypes plus mineurs, si on veut, plus secondaires, qui vont venir apporter des nuances à travers lesquelles on va communiquer ces traits de caractère-là dans nos communications. Si jamais tu as envie d'aller plus loin dans l'exploration de ton archétype de marque, que tu as envie de te faire accompagner dans la création de ton storytelling pour connecter plus profondément avec ton audience en ligne, je t'invite à t'inscrire à ma liste d'attente. Le lien est dans les notes de l'épisode parce que là, présentement, je teste en version bêta mes séances de co-création de storytelling, mais je prévois lancer une version beaucoup plus étoffée et complète à l'automne 2024. Puis l'avantage de t'inscrire à ma liste d'attente, c'est d'être parmi les premières personnes informées de l'ouverture des portes de mon nouveau service d'accompagnement en
storytelling. Puis juste pour te donner une petite idée, là, j'ai procédé de la même façon là, pour ma version bêta. J'ai seulement eu besoin d'acheminer un courriel aux personnes inscrites à ma liste, puis j'ai vendu toutes mes places comme ça en moins de 16 heures. Donc, j'ai même pas eu besoin de faire de posts sur les médias sociaux, j'ai pas eu besoin de faire de rappels. Ça s'est vendu avec un courriel qui était avec les personnes qui s'étaient inscrites sur ma liste d'attente. Donc, si jamais ça te titille, si jamais tu as envie de travailler avec moi prochainement, si tu as envie de créer ton récit, ton histoire, tu as envie d'affiner ton personal branding, ta marque personnelle, ben, je t'invite à t'inscrire à cette liste d'attente-là parce que la prochaine façon de travailler avec moi, ben, ça va être avec ce nouveau service d'accompagnement-là que je lance à l'automne 2024. Fait que je te dirais que c'est le temps de t'inscrire si tu vas pas manquer le bateau. C'est ce qui termine l'épisode d'aujourd'hui. J'espère que tu as apprécié cette incursion au cœur des archétypes, puis je serais bien curieuse de savoir à travers lequel ou lesquels archétypes tu te vois le plus. Si ça te tente de partager ça avec moi, j'aimerais bien ça, que tu m'identifies sur les médias sociaux pour qu'on puisse poursuivre la discussion ensemble. Utilise La Voisine Pro sur Instagram ou sur Facebook pour que je sois notifiée. Ça va me faire hyper plaisir de connecter plus profondément avec toi parce que, tu te rappelles, j'ai l'archétype de la séductrice en mineur. Donc moi, connecter profondément avec les autres, c'est vraiment important pour moi. Salut là! J'espère que tu repars avec de nouvelles idées pour colorer ta propre histoire et pour connecter avec ta communauté. Continue à te démarquer, à créer des liens en apportant ta touche perso. Puis d'ici là, si tu as apprécié notre moment ensemble aujourd'hui, ça serait génial si tu pouvais laisser un avis sur le podcast. C'est comme un petit signe de la main quand on se croise dans notre village virtuel. Ça me réchauffe le cœur puis ça me donne une meilleure idée de ce qui t'intéresse vraiment. N'hésite pas non plus à partager cet épisode-là avec tes amis ou sur les réseaux sociaux. Puis si tu veux continuer la discussion, utilise le tag La Voisine Pro sur Instagram. Ça va me faire vraiment plaisir d'échanger avec toi. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle discussion entre voisins.